Donc le syndrome post-thrombotique, c'est la phase suivante, quand on n'a pas traité à la phase aiguë, ou quand parfois on a eu l'échec, ce qui peut arriver aussi. Donc le syndrome post-thrombotique. La thrombose veineuse profonde est quelque chose qui est assez fréquent, 1,5 pour 1000 habitants par an aux USA, et 1,57 en France en 2013. Le risque à la phase aiguë, c'est l'extension et l'embolie pulmonaire, et puis sur le plan chronique, la récidive et surtout le syndrome post-thrombotique. Et cette thrombose veineuse profonde a un coût direct qui est évalué à 7 à 10 milliards de dollars par an aux États-Unis, et un coût économique total qui est de 69 milliards de dollars par an aux États-Unis. Donc c'est vraiment considérable. Le syndrome post-thrombotique, c'est l'ensemble des signes et des symptômes chroniques secondaires aux fluides et à leurs séquelles. Ça survient dans 30 à 50% des patients qui ont eu une thrombose veineuse profonde proximale fémoro-iliaque, je précise, et avec un coût annuel par patiente qui est de 60 500 dollars pour un patient qui a un syndrome post-thrombotique versus 45 000 dollars pour un patient qui n'a pas de syndrome post-thrombotique sévère. Comment on évalue actuellement dans les études, et ça c'est très important, la gravité de ce syndrome post-thrombotique par le score de Villalta. Le score de Villalta, c'est un score clinique, donc vous voyez ici les critères, et il manque quand même un élément très important dans ce score de Villalta qui n'est pas pris en compte, c'est la claudication veineuse. Parce que la plupart des patients qui viennent nous voir sont des patients jeunes qui ont 30, 40 ans, qui ont fait une fluide fémoro-iliaque, qui gardent une grosse cuisse et qui ont une claudication veineuse. Et c'est ça qui leur pourrit la vie, c'est cette claudication veineuse. Ils peuvent marcher, mais ils ne peuvent pas marcher beaucoup. Et puis une fois qu'ils ont cette cuisse qui s'est tendue, qui est douloureuse, etc., la seule solution pour s'améliorer, c'est de s'allonger et de mettre la jambe en l'air. Et c'est la plupart des demandes qu'on a de traitement, ce sont ces patients-là qui ont une claudication veineuse. Quelles sont les options thérapeutiques? D'abord la prévention du syndrome post-thrombotique, donc la prévention des thromboses veineuses profondes. Et puis quand on a une thrombose veineuse profonde, la prévention du syndrome post-thrombotique, c'est le traitement interventionnel à la phase aiguë. Une fois qu'on a eu la thrombose veineuse profonde, il faut traiter qu'on a un syndrome post-thrombotique. Il y a le traitement médical par la compression qui peut être utile, qui permet d'améliorer un certain nombre de patients. Et puis la chirurgie est invasive, elle a été largement utilisée dans certains centres pendant des années. Des pontages d'intervention de Palma, qui est un pontage croisé interfémoral utilisant la saphène du côté sain, des pontages prothétiques, bifémorocaves, biiliocaves, tout a été tenté, tout a été fait, et des recommandations sont parues il y a 2 ans. Voilà 6 recommandations. Alors c'est une recommandation de faible valeur, parce que c'est une classe 3C, mais en tout cas, la chirurgie n'est pas recommandée comme intervention comme traitement de première intention du syndrome post-thrombotique sévère. Donc, quid des techniques endovasculaires? Depuis 1995, nous avons traité 566 patients dans le service pour des syndromes post-thrombotiques ou une déphase aiguë. Et vous voyez que cette activité va croissant avec les années, avec des petites variations de temps en temps, mais c'est globalement croissant. Quelles sont les indications pour les patients chroniques? Ce sont des lésions obstructives qui sont invalidantes, donc qui touchent les veines iliaques, plus ou moins la veine fémorale commune et ou la veine cave. Nous ne stentons jamais, nous en tout cas chirurgiens, sous la confluence fémorale. Plus ou moins un reflux, qui soit superficiel ou profond, et des patients qui sont symptomatiques, donc classification CEAP, c'est une classification nord-américaine, C2 c'est l'Umaris, C6 c'est le CERV2, des claudications veineuses, et puis des patients aussi qui peuvent avoir des syndromes de congestion pelvienne, patients qui sont handicapés malgré un traitement médical adapté. Quand il y a une obstruction et un reflux, il est recommandé de traiter l'obstruction en premier, surtout maintenant qu'on a ces techniques endovasculaires, on va y revenir. À quel moment après une thrombose veineuse profonde? Tout de suite, on a vu qu'on a le traitement à la phase aiguë, qu'on peut faire pendant les 15 premiers jours. Et puis après, entre 15 jours et 6 mois, il faut s'empresser de ne rien faire. Il ne faut pas y toucher. Il faut attendre que ce caillot fibrose, ce qui fera que le jour où on va intervenir, on n'aura aucun risque d'embolie pulmonaire. Surtout pendant ces 6 premiers mois, on est dans une phase inflammatoire où le risque de rethrombose est très important. Et en pratique, on ne propose pas d'intervention tant que les lésions régressent à l'écho-doppler sous le traitement médical adapté pour obtenir au maximum, pour avoir à traiter le minimum de lésions le jour où on aura à traiter. Il n'y a pas de limite supérieure, il m'est arrivé de traiter des patients 45 ans après leur thrombose initiale. Le bilan préopératoire est surtout basé sur l'écho-doppler,
qui va permettre, entre autres, de déterminer si on peut utiliser une technique percutanée ou hybride, mais aussi le scanner, voire l'IRM. L'IRM est très intéressant pour visualiser la veine fémorale profonde, qu'on n'arrive pas à visualiser avec d'autres techniques. L'hydrocavographie préopératoire n'a, dans notre expérience, plus aucune indication, quasiment. Et la durée de la thrombophilie est faite systématiquement. Mais comme je vous l'ai dit, là aussi, pour les chroniques, il ne va influencer seulement la durée du traitement, pas savoir si on traite, si on ne traite pas, etc. L'échographie endovasculaire, par contre, est une nouveauté. Voilà, nouveauté. C'est une technique d'imagerie endovasculaire d'échographie pure, sans effet Doppler, donc sans aucune évaluation hémodynamique, presque, qui est connue depuis 1988, et qui fait une échographie, permet d'avoir des images d'échographie à 360 degrés. L'intérêt, c'est que ça permet d'explorer les patients sans irradiation, sans produit de contraste. C'est un examen diagnostique qui permet, à la phase diagnostique, d'écrire la lésion, sa nature, son extension, les zones, ce qu'on appelle l'inflow et l'outflow, donc l'amont et l'aval de la lésion, les diamètres, et puis après le traitement, de vérifier la qualité du traitement en évaluant le diamètre intrastent, en mesurant les surfaces intrastent. Voilà par exemple une échographie endovasculaire d'un syndrome post-thrombotique. Là on est dans la veine cave, on va arriver dans la veine iliaque, on voit cette veine iliaque qui est complètement sclérosée, avec une paroi qui est hyper hypogène autour de la sonde, parce que cette veine est post-thrombotique, elle est complètement occluse, quasiment. On voit qu'elle est complètement resserrée. Et on va arriver bientôt dans la veine fémorale commune. Voilà la veine fémorale commune. Il restait là quelques synéchies, et là on est dans la veine fémorale. Et vous voyez donc une veine comme la veine cave ici, qui est normale, et la différence avec une veine pathologique qui est hyper hypogène, comme on a ici, et qui dont on permet effectivement de voir la mauvaise qualité de cette veine. Je vous ai dit que l'inflow est très important. En effet, vous comprenez bien que si on a un apport de sang par les veines jambières, complicitées, fémorales, qui est de très bonne qualité, et ben on a toutes les chances que notre procédure fonctionne bien. On voit ici par exemple une échographie endovasculaire qui montre une veine fémorale de très bonne qualité avec une veine fémorale profonde qui est ici, une veine fémorale commune qui est de bonne qualité en dessous de la thrombose. Par contre, si on a un mauvais inflow, et ben ça fait barrage, il n'y a pas beaucoup de sang qui passe et ça augmente encore plus le risque de rethrombose. Voilà par exemple une échographie endovasculaire, on voit qu'il y a des lésions importantes dans cette veine fémorale commune qui vont gêner et on va y revenir, sur lequel on peut discuter parfois des procédures hybrides. Quel type d'anesthésie on utilise? L'anesthésie locale, non. On l'a fait chez un patient, on ne le fera pas chez deux, parce qu'au début on a commencé sous anesthésie générale pour tous les patients, puis on s'est dit c'est rapide, etc. On va essayer sous anesthésie locale et les patients ont mal. On le sait d'ailleurs, tous les patients sont prévenus que pendant 2-3 jours en post-opératoire, ils vont avoir une douleur lombaire, c'est normal, c'est lié à l'intervention. L'anesthésie générale, c'est indolore pour le patient est immobile. Moi, par contre, je privilégie l'anesthésie locale plus sédation. Pourquoi? Parce que c'est moins invasif, mais surtout, on a un témoin de perforation. Pendant qu'on fait la recanalisation d'une veine qui est totalement occluse, comme on fait une recanalisation artérielle, on a toujours un risque de perforation de cette veine. Tant qu'on est dans la lumière veineuse, on n'a aucune douleur. Quand on perfore, les patients font aïe. Et on sait qu'on a perforé, et on sait qu'il faut soit s'arrêter, soit continuer, parce que 99% des cas on continue, et on recherche un autre chenal pour continuer l'intervention. Donc c'est quand même un élément qui, à mon avis, est important. La technique, donc on commence par une ponction éco-guidée. On peut ponctionner à la cuisse la veine fémorale, mais aussi on peut ponctionner la veine complicitée en décubitus dorsal, sous ponction éco-guidée. Et vous voyez ici, on monte ce guide dans la veine fémorale qui va monter, qui va permettre de faire le cathétérisme. Une fois qu'on a ponctionné, on va faire une imagerie radiologique, plus ou moins l'échographie endovasculaire, cathétériser la lésion, voire recanaliser s'il y a une occlusion complète, prédilater, stenté, post-dilaté, et puis un traitement post-opératoire, on vous l'a dit, compression pneumatique intermittente, marche dans la journée, dans les 3 heures, les patients doivent tous marcher, suivant l'intervention, et un traitement par AVK et Plavix pendant 1 an. On peut discuter actuellement de nouveaux anticoagulants. Alors, voilà par exemple une angiographie, une occlusion complète de l'axe iliaque, on commence à recanaliser, on voit qu'il y a une circulation collatérale, et on voit un chenal ici, mais c'est pas là qu'il faut passer. Là, si on passe ici, on va passer en contrôle latéral, mais on va passer en transrachidien, ce qui n'est pas très très beau.
si on va mettre un stent dans le canal rachidien, ça ne marche pas très bien. Donc il faut faire très attention à ça, parce que quand on regarde l'image suivante, effectivement, les grosses branches que l'on voyait, c'était celles-ci qui vont passer dans le canal rachidien, alors que le chemin, il est ici vers la veine cave inférieure. Et d'ailleurs, on voit, ici on a passé le guide, après dilatation, on voit que ce n'est pas ici qu'il fallait passer, c'est ici qu'il faut passer pour aller rejoindre la veine cave inférieure. Pourquoi? Donc ça c'est la recanalisation, et puis après on dilate. Pourquoi est-ce qu'il va falloir stenter systématiquement? Vous voyez ici on a gonflé un ballon de 16 mm. 16 mm c'est à peu près le diamètre d'une veine iliaque normale, comme on peut voir de l'autre côté, et on a l'impression, encore là on n'a pas trop mauvais résultats, parfois on a l'impression d'avoir rien fait. Pourquoi? Parce qu'il y a une resténose élastique majeure, et il faut donc toujours stenter. Quel type de stent? Toujours des stents auto-expansibles. Au début, dans un cas, nous avions utilisé un stent ballon expandable expansible sur ballon qui a été écrasé pendant la grossesse chez une patiente. Donc toujours des stents auto-expansibles. Des stents longs, au moins 60 mm, pour éviter des migrations intracardiaques comme il a été rapporté au début des expériences. Et de large diamètre, vous voyez à peu près une idée de diamètre pour chaque veine, à peu près 14 à 16 pour la veine fémorale commune, 14 à 18 la veine iliaque externe, 16 à 20 l'iliaque primitive et 20 à 24 pour en veine cave inférieure. Quand il y a plusieurs stents qui sont associés, il faut avoir une superposition d'au moins 20 mm. Pourquoi? Parce que vous voyez là, on a une superposition qui est insuffisante et on voit bien qu'il y a une angulation sur cet écho-doppler qui s'est fait entre les deux stents et qui va entraîner une resténose. Donc une superposition d'au moins 20 mm. Et voilà le résultat de la patiente de tout à l'heure. Après recanalisation et stenting, on voit que toute la circulation collatérale a complètement disparu. Et ça, c'est le témoin d'un bon résultat de notre recanalisation. La veine fémorale commune, quand elle est atteinte, qu'est-ce qu'il faut en faire? Ça, c'est un point important pour nous, qui est même capital. Il faut les traiter, ces lésions de la veine fémorale commune. Si elles sont majeures, il faut les traiter. Si on ne les traite pas, ça se rebouche, on l'a démontré. Nieglen a été le premier à proposer de stenter au niveau de cette veine fémorale commune, avec des bons résultats. La technique est sûre tant que les lésions sont situées au-dessus de la jonction saphéno-fémorale. Après, quand les lésions descendent jusqu'à la confluence fémorale, on se pose la question de la nécessité d'une endophlévectomie. C'est donc une chirurgie hybride qu'on va être amené à voir. Là, c'est un résultat, vous voyez une veine fémorale commune ici qui est pathologique dans cette partie-là, mais qui n'est pas complètement occluse, et puis surtout, dans la partie basse, elle est de bonne qualité. Résultat après stenting, on a un très bon résultat, ça va marcher, et ça va durer longtemps. Par contre, quand il y a des lésions qui touchent à la confluence fémorale, il va falloir envisager une endophlévectomie. L'endophlévectomie, donc c'est l'équivalent d'une endartérectomie fémorale commune au niveau artériel. L'idée c'est quoi? Donc il faut commencer par recanaliser, parce que si on fait l'endophlévectomie et qu'on n'arrive pas à recanaliser au-dessus, ça va se reboucher immédiatement, on aura fait un avant chirurgical pour rien. Donc on commence par recanaliser, et on va faire une fois qu'on a recanalisé, on va faire l'endophlévectomie. On va ouvrir cette veine fémorale commune, et on peut voir qu'il y a des lésions majeures à l'intérieur. Parfois il y a 6, 7, 8 chenaux à l'intérieur de cette veine. On va aller enlever tout ce qu'il y a à l'intérieur, désépaissir la paroi, parce que la paroi est souvent très épaissie, fibrosée, il faut la désépaissir, et nettoyer tout ça, et finir par une fermeture sur un patch en péricarde bovin. Et puis on va stenter après les lésions qui sont au-dessus, sur la zone qui a été recanalisée. Voilà un petit film, donc un abord de la confluence fémorale. On a ici la veine fémorale commune, on a clampé. On va ouvrir cette veine, vous voyez donc tout ce qu'il y a à l'intérieur, tout ce matériel qui est à l'intérieur, qu'il va falloir enlever, il va falloir désépaissir la paroi veineuse. On a déjà recanalisé, on voit ici au fond un guide bleu qui est le guide qui a servi pour la recanalisation. Donc voilà, il faut recanaliser avant pour être sûr de pouvoir faire. Et puis on va nettoyer cette veine et à la fin la faire mener sur un patch en péricarde bovin. Et puis on a posé la question au début, est-ce qu'il faut ou pas associer une fistule artério-veineuse? On l'associe maintenant systématiquement. Sur notre expérience, les 5 premiers patients, on les a fait sans fistule. Il y en a 4 qui sont rebouchés en post-opératoire. Donc on n'est pas plus bête que les autres, on les a repris, réopérés, on a fait une fistule, ça a marché. Depuis, on les fait tous avec fistule et on a eu aucune thrombose post-opératoire précoce depuis. Donc il faut faire systématiquement la fistule. Les autres équipes de la littérature, en tout cas les autres équipes qui ont publié leurs résultats, disent exactement la même chose. Les reconstructions ilocaves, c'est des lésions qui sont encore plus étendues, donc des occlusions chroniques la plupart du temps, des lésions qui sont extensives, qui peuvent passer devant les veines rénales, voire les veines sus-hépatiques, plus ou moins la présence de filtres ou de clips cave. Voilà par exemple un patient qui avait une occlusion cave,
avec un filtre cave que l'on voit ici. Et donc ce sont des lésions qui sont très importantes. Alors quand sur un scanner ou une IRM on voit plus de veine cave, on peut se poser la question de savoir s'il n'y avait pas une agénésie de la veine cave sous-jacente. À l'heure actuelle, les radiologues sont tous d'accord pour dire qu'il n'y a aucun examen qui permet de faire la différence entre une agénésie ou une veine occluse. Pour les anatomistes, d'ailleurs, l'agénésie sous-rénale n'existe pas. Il faut essayer. Il y a différentes configurations de stents qui peuvent être utilisées et on peut être amené à traiter comme chez ce patient des deux veines fémorales communes jusqu'aux veines hépatiques à stenter sur toute la hauteur. Les filtres caves qui sont en place, on peut être amené à les enlever. Alors avant ça, c'était la chirurgie. Maintenant, on peut les enlever par endovasculaire, les filtres les plus récents. Et puis on peut aussi les stenter quand on n'arrive pas à les enlever ou quand la veine est occluse. Là, par exemple, je vais vous passer le scanner, voilà l'angiographie. Ce patient qui avait une occlusion bilocave avec un filtre cave qu'on voit bien ici. On a tout recanalisé, stenté. Voici le résultat après recanalisation et stenting. Et on a stenté le filtre cave. Le clip cave, que certains d'entre vous ont peut-être connu, le clip d'Adam Devise, c'est une technique qui n'est plus employée depuis les années 90. Au début, on s'est posé la question, on s'est dit il faut les enlever. Et puis on s'est dit quand même les enlever, si chirurgicalement c'est lourd. Donc maintenant on gonfle un ballon à basse pression. S'il n'y a pas d'empreinte quand on gonfle le ballon, on stent, parce que ça veut dire que ou le fil a lâché, ou le clip n'est pas assez résistant. Si par contre il reste une empreinte très nette sur le filtre, on va les enlever chirurgicalement, en tout cas enlever la face antérieure. Stenter devant les veines rénales, ça ne pose pas de problème s'il y a déjà des lésions de la veine cave à ce niveau-là. S'il y a déjà des lésions de la veine cave devant les veines rénales se vidangent déjà par le circuit azygos, le système réno-azygolombaire et les veines azygos. Par contre, stenter une veine cave devant des veines rénales qui sont avec une zone de confluence réno-cave qui est normale, il ne faut jamais stenter cette région-là, puisqu'on a un risque d'occlusion des veines rénales. Il y en a de même pour les veines hépatiques. Les complications péropératoires, pas de décès, pas d'embolie pulmonaire dans toute la littérature mondiale. Les complications sont rares, il y a eu des migrations, des perforations veineuses, des hématomes, points d'accès, des choses qui peuvent arriver, qui sont de moins en moins fréquentes, surtout maintenant qu'on utilise des ponctions hypoguidées systématiques. Le traitement post-opératoire, je vous en ai déjà parlé. La rethrombose, ça arrive effectivement, on peut retraiter, que ce soit à la phase aiguë, par technique d'ablation du thrombus, et puis traiter la cause par-dessous. L'hérosténose, on peut être amené à redilater, à restenter. Il y a différents types de causes, il peut y avoir des fractures de stents, des angulations, des modifications des stents qui peuvent se raccourcir avec le temps. Et puis il y a des rosténoses pures, soit des rosténoses qui sont molles, qui donnent de très bons résultats, soit des rosténoses qui sont plus dures et très échogènes d'ailleurs, et sur lesquelles les résultats sont médiocres. Les résultats, il n'y a pas d'études prospectives randomisées dans la littérature. Est-ce qu'il serait éthique, vu les résultats qu'on va avoir actuellement, de faire encore des études randomisées? Se pose la question de commencer une étude randomisée en France. Je ne sais pas si elle a commencé ou pas. Il y a plusieurs études prospectives qui sont en cours, études sponsorisées par l'industrie, dont on a actuellement quasiment que les résultats initiaux, donc de sécurité pour le patient pendant l'intervention et d'excellents résultats à ce niveau-là. Et puis on a de nombreuses études et registres rétrospectifs avec des résultats quand même qui sont intéressants dans les littératures, des taux de succès techniques. On parle là que des recanalisations, on ne parle pas des salons de coquettes, qui sont quand même de très bonne qualité, aux plus de 85%. Après, tout dépend quel patient on va traiter. Nous, on a un taux de succès technique qui est plus bas que les autres, mais que certaines équipes, mais on va essayer de traiter des patients que tout le monde ne traite pas. Par contre, des résultats qui durent dans le temps, et ça c'est très important, ces séries-là sont à 93%, 94% à 36 mois. Nous, on présente des résultats à 10 ans, à 8 ans, 88% sur la série globale, 90% de perméabilité chez les patients qui ont eu un abord purement percutané pour ces lésions. Pour la veine cave inférieure, il en est de même, des séries qui sont quand même assez modestes encore dans la littérature, une fréquence de post-thrombotique qui varie, un pourcentage d'occlusion qui est variable aussi selon les séries. Certaines séries donnent de très bons résultats, mais n'incluent pas les patients chez qui ils ont eu des échecs techniques. C'est facile d'avoir de très bons résultats quand on élimine les échecs techniques. Les résultats dans la littérature, là aussi quand même, aux alentours de 90% à 5 ans de perméabilité chez ces patients. Et des résultats cliniques qui sont superposables à ces résultats
en termes de perméabilité. Donc, en conclusion, d'abord, le traitement des endométrioses thrombotiques et de ces lésions passe par la prévention des phlébites et la prévention de l'apparition des endométrioses thrombotiques et par le traitement à la phase aiguë. Il est plus simple de traiter un patient à la phase aiguë que de l'aller le traiter à la phase chronique, où on part déjà sur des séquelles. C'est toujours plus négatif de partir sur des séquelles que de partir sur les thromboses fraîches, où on peut tout traiter. Les techniques endovasculaires, elles sont peu invasives, elles sont sûres, elles sont efficaces, que ce soit sur le plan clinique ou en termes de taux de perméabilité. Et la chirurgie actuellement n'a plus d'indication qu'en cas d'échec technique initial ou de thrombose secondaire. Il existe des recommandations qui sont encore de faible niveau. Ça, c'est la recommandation européenne de 2015, donc recommandation de classe 2A, parce qu'on n'a pas d'études prospectives randomisées, il n'y avait pas encore d'études prospectives. Mais sur des études rétrospectives, on a quand même arrivé à avoir du 2A, comme quoi ces techniques sont les techniques de traitement de première intention à l'heure actuelle des lésions obstructives chroniques fémoro-iliaques plus ou moins graves. Je vous remercie. Bien, merci beaucoup. Est-ce qu'on a des questions, des réactions par rapport à ces reconstructions vasculaires? Moi, j'ai une réflexion à faire par rapport à la transplantation rénale. On a parfois une perméabilité au niveau avec le Doppler, et quand les influents réseaux ont souvent eu des cathéters qui font qu'ils ont une raison de faire une thrombose. Quand ils ne sont pas thrombosés et que le Doppler montre une bonne perméabilité, il arrive parfois qu'on tombe devant une veine qui est toute caverneuse, qui ressemble à celle que vous nous avez montrée. Et là, on est vraiment très embêté dans cette situation. Ouais. Il nous est arrivé plusieurs fois d'aménager justement des lits d'aval pour les chirurgiens urologues. Par exemple, de faire des recanalisations bilio-cave chez des patients qui avaient une occlusion bilio-cave, en laissant la veine iliaque externe pas trop pathologique, non stentée, pour pouvoir faire la greffe secondairement. Et on vient pendant la greffe, et si c'est nécessaire, on fait l'endophlébiectomie pendant la greffe, de façon, on ferme avec un patch, et puis après on réimplante la veine du greffon dans le patch. On l'a fait plusieurs fois avec l'équipe de Marseille. Même chose, voilà, on peut recanaliser des lits d'aval. On le fait aussi avec les chirurgiens thoraciques pour les greffes pulmonaires. Eux, c'est pas pour s'implanter, mais c'est par contre pour avoir la possibilité de mettre une assistance circulatoire. Il y a parfois des veines iliaques qui sont occluses et sur lesquelles on fait avant des reconstructions veineuses, des recanalisations veineuses comme on stent, et ça permet de faire des canulations veineuses. Après, on fait une fémorale au lieu de faire des canulations veineuses centrales, c'est-à-dire de faire des ECMO par exemple véno-veineuses, des assistances d'oxygénation véno-veineuse par voie fémorale et jugulaire, au lieu de les mettre en centrale sur le cœur, ce qui est beaucoup plus lourd, nécessite de l'intervention, etc. Donc on arrive à aider aussi aux confrères en aménageant des voies d'accès, comme ça, quand c'est nécessaire, que ce soit pour les urologues ou les thoraciques à l'heure actuelle. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bien, écoutez, je vous remercie.